Et à tous et bienvenue dans votre émission Ring the Bell sur 100% live. Comme vous le savez, c'est votre rendez-vous catch du week-end. On va débriefer toute la semaine autour du monde du catch justement. On repasse en planning normal vu qu'il n'y a pas de pay-per-view ce week-end. Vous connaissez la formule maintenant. Recap de Raw, AEW Time, les news et ensuite un débat qui va concerner le main event du show rouge de la WWE. Mais pour le moment, je vais présenter mon équipe qui va m'accompagner dans cette émission qui est assez chargée. En tout premier, c'est Auguste. Comment tu vas ? Salut PPA, salut à tous. Je vais très bien. Ravi d'être là, mais comme chaque vendredi soir pour parler de catch avec toute l'équipe. En plus là, on a une semaine salée, donc ça va être c'est important d'en parler aussi mais quand ça va bien et quand ça va mal. Donc je développe pas trop, mais très impatient de pouvoir parler ce soir. Une semaine bien sûr placée sous le signe du sel de Guérande, vous allez comprendre très vite, avec plusieurs de nos segments. Le deuxième, c'est lui qui nous présente son AEW Time. Il est très content parce qu'on parle de Time dans cette émission, c'est Maximilien. Comment tu vas ? Ça va super bien, PA. Après une introduction telle que la tienne, ça ne peut qu'aller bien. Je suis très heureux de participer à cette émission avec vous. C'est toujours un immense plaisir et cette semaine, ce sera pas différent, même si, comme Gus vient de le dire, il y aura du sel. Va falloir que je fasse attention à mon hypertension. Oh là 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 là, rêve médical, c'est très très beau. Et on finit avec le dernier larron de cette équipe, c'est le monsieur statistique de Wii Sport Catch, c'est Thomas. Comment tu vas ? Salut PA, ça va très très bien. Toujours content d'être avec vous tous. Donc heureux d'être là avec plein de stats, surtout pour le débat. Ça va être bien. Le débat qui arrivera en fin d'émission et qui va concerner Raw. Et bien, ça tombe bien vu qu'on va commencer aussi avec Raw. C'est l'heure des 3 segments choisis pour récapituler le Raw de cette semaine. Et on va commencer avec notre tout premier segment, sponsorisé par le sel de Guérande, bien évidemment. Nous avons appris le match pour le titre de Raw à Hell in a Cell. Ce sera la championne Rhea Ripley qui va défendre son titre contre une toute nouvelle venue, pas du tout, Charlotte Flair, qui réussit à se replacer bien sûr dans la course au titre. Ah, messieurs, par quoi commencer ? Auguste, vas-y, je t'en prie. Ouais, on s'y attendait un peu, hein, après le WrestleMania Backlash et le regard noir que Charlotte avait lancé à Rhea Ripley, et le fait que c'était Asuka mais qui a pris le pin, on s'attendait au rematch solo. Après, est-ce que ça fait plaisir on sait mais que dans le ring mais ça sera bon, mais le problème c'est que c'est du réchauffé quoi. Enfin, on l'avait déjà vu l'année dernière, semaine 36, c'était très bien, mais c'était frais. Et depuis que Rhea est championne et que Charlotte est revenue, on les voit tout le temps ensemble depuis 2 mois, 3 mois maintenant. Peut-être pas les 2 mois, mais c'est chaque semaine. En plus, tous les segments se ressemblent, donc bon, mais ça n'aide pas. Charlotte qui a encore la lumière sur elle et qui fait passer la championne au second plan. Pour Hell in a Cell, ça sera forcément un bon match. Après, j'aurais bien aimé voir Rhea contre quelqu'un d'autre, pourquoi pas, mais contre Nikki Cross qui a fait son retour à Raw cette semaine. Mais non, on aura Charlotte. Je sais pas trop quoi en penser, à part mais que ça m'embête vraiment que ça soit encore cette affiche. Mais j'ai envie de dire mais que c'était inévitable et que on l'a forcément. Par contre, j'espère que ça sera un match solo et pas un match dans la cage parce que ça ne mérite pas. Parce que la rivalité n'a pas assez de matière. Et que s'il faut absolument un match féminin dans la cage, j'espère que ça sera suivi pour le titre de Bianca Belair. Mais bon, là aussi, il faudra une storyline avec de la matière et c'est pas gagné. Et oui, c'est ça aussi la question principale. Est-ce que ce match pour le titre de Raw féminin sera dans la cage ? Maximilien, toi, on sait qu'on a dit que tu allais faire attention à ta tension. C'est le moment. Vas-y, lâche-toi surtout. Alors,
c'est absolument pas le bon moment pour me dire de faire attention à ma tension. Parce que là, Gus, je t'ai trouvé. Il y a une petite critique, je t'ai pas trouvé assez méchant. Il faut qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Raw cette semaine. Déjà, le fait que Charlotte gagne le droit à un combat contre la championne à Hell in a Cell, on en avait tous peur. On l'a vu venir à 10 km, donc on n'est pas surpris. On est déçu, mais pas surpris. Donc ça, c'est une chose. Et voilà, comme Gus l'a dit, on sait très bien que le match en lui-même sera d'une très bonne qualité, parce que les deux sont très talentueuses, mais on en a marre de Charlotte. Hashtag on en a marre de Charlotte. Il s'est passé quelque chose d'aberrant, tout simplement, à Raw. C'est que la championne de la division, la championne féminine, a été quelque peu ridiculisée par une stipulation ridicule dans son match contre Nikki Cross. Rhea Ripley devait battre Nikki Cross en 2 minutes. Alors déjà, j'ai pas trop compris pourquoi. Je vais vous avouer que j'ai pas regardé Raw en entier, j'ai regardé que les résumés. Cela dit, je trouve déjà que c'est ridicule. Mais en plus, comment dire, les 2 minutes sont passées. C'est-à-dire que Nikki Cross a officiellement battu Rhea Ripley dans ce combat parce qu'elle a tenu plus de 2 minutes. Je trouve ça d'un ridicule absolu. Alors, je suis content pour Nikki Cross, ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce que j'aime beaucoup Nikki Cross. Mais c'est ridicule, non seulement que la championne combatte dans un combat avec une telle stipulation, mais qu'en plus, elle ne remporte pas ce combat. Je trouve ça d'un ridicule absolu. Et j'ai très très peur pour Hell in a Cell. J'ai très très peur que le règne de Rhea Ripley soit quasiment tué dans l'œuf. Alors pas complètement tué dans l'œuf parce que elle a quand même la ceinture depuis WrestleMania et elle a pu défendre sa ceinture. Mais Rhea Ripley mérite un règne plus long. Et aussi j'ai une deuxième plainte par rapport à Rhea Ripley, en plus de ce qui s'est passé à Raw. Est-ce que Rhea est heel? Est-ce qu'elle est face? J'en ai absolument aucune idée. Ça change toutes les semaines, j'ai l'impression. Là, elle était, comment dire, représentée comme heel contre Nikki Cross. Ce qui veut dire que à Hell in a Cell, on risque de se retrouver avec un combat heel contre heel. Et je n'aime pas ça. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc voilà, ma tension monte déjà. PA, je te redonne la parole. Ouais, ça va. Tu vas avoir le temps de te calmer. De toute façon, après, on parle de Tamina, donc c'est bon. T'inquiète pas, ça va se calmer. Et je suis assez d'accord avec toi. Alors pour te répondre, qu'est-ce qu'ils font avec Rhea? Je pense qu'ils veulent faire une sorte de twinner, hein, avec Rhea Ripley qui contre les faces va être méchante et contre les méchantes va être gentille. Est-ce que Rhea peut assumer ce style? Elle est pas aidée par le booking, ça c'est sûr, mais je pense qu'elle en a les capacités. Maintenant, il faudra voir ce qu'ils vont faire avec. En fait, s'ils lui laissent le titre. Le principe du twinner, c'est qu'il a un côté badass. Là, elle a perdu. Enfin, elle a pas perdu. Elle a même pas perdu. C'est juste qu'elle a pas battu Nikki Cross en 2 minutes. Non, c'est contre-productif pour moi, ça. Là, justement, c'est la championne trop confiante. C'est ça, en fait, qu'il a eu. Mais pour moi, elle est toujours aussi badass qu'à Ripley. J'adore Ripley, de toute façon. Je suis pas... Ouais, oui, pareil. Je ne suis pas je suis un peu biaisé sur ce coup. En tout cas, on va donner la parole à Thomas, qui n'a pas encore parlé sur ce sujet. Vas-y, je t'en prie. Je vais être sur la même longueur d'onde que Maximilien, mais en pire, c'est que toi, Maximilien, tu penses que tout n'est pas encore perdu. Pour moi, c'est mort. C'est fini, son règne, il est tué dans l'œuf, direct. Après une défaite comme ça, parce que déjà, c'est quand même en un mois pile, hein, donc elle a eu 2 défaites déjà. Il y a le mois dernier, le 26, et là, une à Raw. Surtout, elle les a eu contre personne. J'ai beaucoup de respect pour Nikki Cross, il n'y a pas de souci, mais là, à revenir, elle bat la championne. Même si c'est une stipulation totalement stupide par ailleurs, elle l'a quand même gagné. Et surtout, c'est la façon dont elle gagne. C'est plus la façon dont perd Rhea Ripley. C'est ridicule. Parce que quitte à la faire perdre sur un beat the clock challenge, voilà, en 2 minutes, ok. Mais au pire, faut qu'elle perde au moins à la dernière seconde. Voilà, met sa prise de finition à Nikki Cross. Nikki Cross tourne un peu, elle n'arrive pas à faire le tomber, et qu'importe, elle va faire le tomber et bam, ça sonne. Voilà, au moins Nikki Cross était KO. Au moins, ok, bon, les 2 minutes c'était peut-être un peu court, elle a été trop confiante. Donne-lui 5 minutes, c'est de la charpie, Nikki Cross. Là, elle perd pour rien. Enfin, il y a rien du tout. Donc
comment veux-tu faire une championne ultra forte qui peut concurrencer Charlotte Flair déjà physiquement, parce que bon, Charlotte elle a l'avantage par rapport à ses rivales que sont comme l'était Paige, Sasha Banks, Becky Lynch ou Bayley, elle est plus grande déjà, donc elle a un avantage par rapport à ça. Et là, il y avait quelqu'un à sa hauteur, littéralement. Voilà, physiquement, elles sont assez similaires au niveau de la puissance et de la taille. Donc tu pouvais les faire regarder toutes les deux dans les yeux. Vous pouvez se regarder dans les yeux. Physiquement, ça pouvait tenir la cadence vraiment encore plus que les autres. Et là, mais là, c'est ridicule. C'est pitoyable, tu l'as fait perdre contre personne. Et là, c'était un match par équipe, il me semble, la dernière fois, le mois dernier. C'est pareil, c'était contre je sais plus qui. C'était ridicule. Faut arrêter. Comment tu veux tuer ta possible nouvelle star? C'est n'importe quoi. Et on en a déjà parlé trop de fois ici, entre nous. Charlotte, c'est pas possible. Charlotte, c'est pas possible. Faut arrêter. Non. Faut stopper le truc. On la voit tout le temps et là, bah ouais, elle est capable de gagner. Que je vois pas comment tu veux la faire perdre là. Parce que sur son match face à Asuka, elle a été plus maligne en plus. Tu la rends plus intelligente que Rhea sur un match. Parce qu'elle a réussi à contrer, c'était un Asuka Lock, je sais plus, collier arrière. Elle a fait le tomber. Elle a renversé la prise pour gagner face à Asuka. Là, de l'autre côté, tu as Rhea qui se fait avoir comme une bleue, comme une idiote. Parce qu'elle a été trop confiante et au bout de 2 minutes, dans le coin, là, parce que Nikki Cross a réussi à se caler. Non, faut arrêter. Là, c'est mort, là, Rhea. En tout cas, pour un moment, là, ce premier règne, il est fini. C'est mort. Donc voilà, encore une fois, le booking de Monday Night Raw fait par des stagiaires de 3e. Voilà, c'est déprimant. Sans vouloir manquer de respect au troisième, je pense qu'en troisième, je faisais mieux, hein, au niveau du booking. Oui, non, mais évidemment, toi, oui. Attention. Oui, toi, tu es PA, et toi, on sait tous à quel point tu es fort. Ah bah moi, de toute façon, je fais le booking de Raw, je peux te dire que 2016, 2017, 2018, Sasha Banks est championne pendant 3 ans. C'est bon? Voilà. Un bon règne, hein. Un bon règne. Attention, hein, parce que Sasha Banks Bruno Sammartino avec des cheveux. des cheveux roses. Bref, allez, on va quitter la division féminine solo de Raw pour passer à la division par équipe de la WWE féminine avec les championnes Natalya et Tamina qui sont toujours championnes. Elles ont défendu leur titre contre les anciennes championnes Shayna Baszler et Nia Jax suite à une victoire de ces dernières à SmackDown. Mais à Raw, encore une fois, du feu dans la tête de Reginald, encore, et mais bien sûr, vu qu'on parle de Tamina, je vais bien évidemment laisser la parole au spécialiste de Tamina par ici, Maximilien. The floor is yours, comme on dit. Thank you very much. Non, en vrai, je suis forcément très content. Je sais que ça partait d'une blague, mais le truc, c'est que je suis vraiment très content que Tamina et Natalya soient championnes par équipe, parce qu'elles le méritent pour tout ce qu'elles ont fait pour la WWE dans la division féminine. On embrasse le Riot Squad, hein. Ok, oui, bien sûr, mais bien sûr que j'aimerais que le Riot Squad prenne les titres un jour. Mais laissez un petit peu le moment de gloire à Tamina et Natalya, parce que voilà, elles sont là depuis tellement longtemps. Elles ont traversé des époques pas hyper simples pour la division féminine, et maintenant je pense que c'est une juste récompense que de les voir déjà remporter le titre et le conserver lors de cette défense face aux anciennes championnes. Par contre, encore une fois, booking lamentable à Raw. Je veux dire, enfin, déjà le fait que Shayna Baszler soit encore en équipe avec Nia Jax, je trouve ça inadmissible, parce que Shayna Baszler avec un booking ne serait-ce que correct pourrait être une menace incroyable pour le titre féminin solo. Et je trouve que c'est horrible pour elle de se retrouver dans la division par équipe. Et en plus, c'était un booking, comment dire, flemmard, pantouflard de Raw, c'est-à-dire que voilà, on vous met un match par équipe pour le titre, parce qu'on sait absolument pas quoi faire d'autre. On va encore faire intervenir Reginald dans le match et distraire les anciennes championnes parce que pourquoi pas, ça fait 2 mois que Reginald est là, on va pas s'arrêter en si bon chemin. En fait, je suis déçu que finalement Natalya et Tamina ne soient pas les stars de ce règne et qu'il y ait toujours une intervention, que la storyline principale ce soit Shayna Baszler et Nia Jax qui en soient un petit peu les stars.
Ça m'énerve un petit peu. Alors, je m'attends pas à ce que pour revenir aux championnes, je m'attends pas à ce que le règne de Natalia et Tamina s'inscrive dans la durée. Cela dit, le règne en lui-même, c'est une juste récompense. Le fait qu'elles aient défendu avec succès leur titre, ça me rend content. Et j'espère, voilà, je vais profiter du moment le plus possible, profiter du fait de voir Tamina avec une ceinture le plus possible, et je serai pas déçu quand elles perdront le titre parce que je suis déjà content qu'elles l'aient gagné. Donc voilà. C'était ce segment en fait pour moi, c'est juste une excuse pour parler encore une fois du booking terrible de Raw. Voilà. Et c'est pas fini, parce que le prochain également. Et pour revenir sur le fait que tu as dit que la défense du titre te rendait heureux, je comprends. Hein. Moi, j'ai dû attendre longtemps avant que Sasha Banks réussisse à défendre un titre. Voilà. Oui, cette émission est sponsorisée par le Ciel des Grandes. Auguste, c'est pas très sympa de se moquer. Pour la peine, je vais pas te passer la parole tout de suite. Je vais la donner à Thomas. C'est pas grave. Mon Dieu, oh là là, ce sel autour de moi, c'est incroyable. Après, concernant les titres féminins par équipe, leur intérêt était déjà pas incroyable avant. Là, au moins, on va dire qu'ils ont pris un micro intérêt en plus, parce que bon, c'est quand même mieux que ce soit Natalia et Tamina qui aient les titres que Baszler et Nia Jax. Donc ça, c'est au moins un avantage. Après, c'est vrai que là, Tamina et Natalia sont un peu les faire-valoir tout de Shayna Baszler. C'est pour cette pseudo-rivalité, je sais pas comment on doit l'appeler, appelez-la comme vous voulez, avec Reginald, qui est d'un intérêt proche du néant, pour moi en tout cas. Je suis pas fan, moi, des rivalités comme ça, là, qui sortent de nulle part et qui vont nulle part, parce que là, personne ne va sortir grandi d'une rivalité comme ça. Que je vois pas où ils veulent aller, je sais pas où ils vont, même eux, je pense, ne le savent pas. Donc c'est dommage évidemment pour Shayna Baszler, c'est aussi, on le répète depuis beaucoup trop longtemps, elle qui est perdue dans cette division par équipe depuis beaucoup trop longtemps encore une fois. Et toi Maximilien, tu dis c'est y a pas de prise de risque, c'est un peu pantouflard tout ça. C'est pire que ça parce que c'est du plagiat de leur propre rivalité d'il y a 20 ans. Euh, puisque c'était déjà arrivé là plusieurs fois les rivalités entre une catcheuse et un manager ou une personne qui n'est pas dans le ring de base, qui n'est pas catcheur de base, puisque Harvey Whippleman, donc un obscur manager des années 90-2000, lui a gagné le titre féminin. Voilà, dans une époque où le titre féminin ne voulait absolument rien dire, qu'après les titres par équipe féminins actuellement. Voilà, il avait remporté le titre féminin. Voilà, c'est un manager masculin dans une rivalité qui n'a aucun intérêt. Voilà, donc ils se plagient eux-mêmes de choses qui ne servent à rien et qui sont ridicules. Donc bon, on va dire qu'on va espérer très rapidement un Riot Squad Natalia Tamina pendant 2-3 mois. Ce sera très sympa. On verra au moins un bon match. On verra des bons matchs. Et on va espérer que Shayna Baszler fout au feu Reginald. Donc ça a l'air d'être le petit highlight de cette rivalité. Et qu'on passe à autre chose. S'il vous plaît, pensez à nous, ceux qui regardent les matchs, s'il vous plaît. J'apprécie l'effort que tu as fourni pour remonter il y a si longtemps avec ce cher monsieur dont j'ai déjà oublié le nom, ce qui est quand même incroyable. Whippleman. Harvey Whippleman. Mais sans vouloir te manquer de respect, t'avais pas besoin de remonter si loin, il fallait juste remonter avant WrestleMania avec Sasha Banks et Bianca Belair. Hein. C'est vraiment. Oui, aussi, mais bon, je voulais un petit peu d'histoire du catch, pourquoi pas. Bien sûr. Eh ben, on tu sais ne prononce pas assez ce nom, voilà. Merci et on pour ce moment d'Arte. C'était super sympa. On enchaîne du coup avec Auguste qui maintenant a le droit de parler. Vas-y. Ouais, bah, je vais pas être très long. Alors déjà, j'ai pas compris comment un match pour les titres par équipe féminin peut être dans le main event de Raw. Là déjà, il y a un problème dans la programmation de la carte. Ensuite, oui, bah là c'est comme pour le Charlotte Rhea Ripley, quoi. C'est que ce match-là, on se le bouffe depuis déjà presque un mois non-stop, donc c'est long, c'est trop. Ensuite, alors par contre, là je suis aussi d'accord avec Maximilien, c'est bien, mais que Natalia et Tamina aient les titres. Maintenant, ça serait bien qu'elles aient d'autres challengers, et pourquoi pas le Riot Squad, ça ferait plaisir. Et ensuite, et le segment avec le feu,
avec Reginald qui s'est fait arrêter par un mur de flammes, à part si c'est pour teaser une future rivalité Lily contre Reginald, je vois pas où est l'intérêt. Euh, mais bon, c'est la division tag team féminine qui n'est pas prise au sérieux par les créatifs et qui ne le sera sans doute jamais, malheureusement. Donc, oui, donc là, moi, j'espère juste que Natalia et Tamina vont changer de rivalité et que Nia Jax et Shayna Baszler vont repartir en solo. Enfin, que Shayna Baszler va vite se défaire de Reginald et repartir en solo. Parce qu'en effet, si on la recrédibilise, elle peut clairement faire une adversaire de poids pour la championne d'Euro en solo. Et c'est ce qu'on attend depuis longtemps, parce que la seule opportunité qu'elle a eue, c'est contre Becky Lynch à la semaine 36, et dû à la condition physique de Becky Lynch, le match n'avait pas duré longtemps et en plus c'était médiocre. Donc ça serait bien, mais que Baszler ait une opportunité en solo, dans une bonne rivalité, dans au moins un bon match. C'est possible. C'est vrai que ce match avec Becky Lynch à WrestleMania 36 c'était bien nul, hein, il faut quand même le dire. Ah oui, On le dit pas assez souvent. J'admets sans problème. Eh ben, tu ferais mieux, ouais. Bref, on enchaîne avec cette fois-ci le titre masculin, alors le titre de la WWE, détenu par Bobby Lashley, qui connaîtra son adversaire pour Hell in a Cell la semaine prochaine, à l'issue d'un match entre Drew McIntyre et Kofi Kingston, qui est en fait un rematch d'un match qui s'est passé cette semaine, mais qui a été interrompu par le champion et MVP, qui sont bannis de l'arène, ou je sais pas quoi, bref, Raw, le booking de Raw de toute façon. On va passer assez rapidement là-dessus du coup, parce que on l'a déjà vu 8 fois ce match. Même en 2011 avec Drew McIntyre et Kofi Kingston à l'époque du Chosen One, et de Kofi Kingston qui avait encore son accent ghanéen. Bref, Thomas, qu'est-ce que tu penses? Jamaïcain, pardon, effectivement. Thomas, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ça va être très rapide parce que j'ai l'impression qu'on se répète sur tous les segments, même quand ils ne sont pas liés. Cette fainéantise. C'est une fainéantise, ce booking. Faire en sorte qu'il y ait des doubles disqualifications, des trucs comme ça pour tenir sur la longueur, pour avoir un match là, oh là là, pour rajouter d'autres combats parce qu'on sait pas quoi faire, il y a personne derrière, donc automatiquement il faut tirer encore un peu plus la corde et pour tenir sur la longueur, pour rajouter un autre match, pour dire on vous tease un petit peu. Non, c'est de la fainéantise. C'est de la fainéantise, c'est un match qu'on a déjà vu en plus. Voilà, je sais pas quoi dire dessus parce que ça n'a aucun intérêt. Le problème, il est là, c'est que ça n'a pas d'intérêt. Vu que voilà, ça va être Drew McIntyre qui va gagner, je pense. Voilà. J'allais te Un autre poser, match. j'allais te Oui. questionner sur ton pronostic, mais apparemment je l'ai. C'est Drew McIntyre qui va gagner et c'est logique vu qu'il est là depuis pas mal de temps. On va en reparler. Il est là depuis pas mal de temps et ce serait logique peut-être de mettre un terme à cette rivalité ou de la relancer. Et que je sais pas ce qu'ils veulent faire parce que même eux, à mon avis, ne le savent pas. Ils sont totalement perdus. Mais voilà, ça n'aurait pas de sens de donner une chance à Kofi Kingston maintenant, peut-être plus tard, vu que voilà, s'il y a un bon match, bon, oui, ça va être un bon match évidemment entre les deux. Mais voilà, ça n'aurait pas de sens de donner une chance à Kofi Kingston tout de suite. Mais bon, peut-être un match triple menace, vu qu'ils aiment bien en ce moment. C'est leur truc en ce moment, je sais pas. Voilà, donc Drew McIntyre, et puis voilà, c'est de la fainéantise de booking. En résumé. Résumé simple et rapide du booking autour du titre de la WWE à Raw. Auguste, quelque chose à rajouter sur ça? Et je veux ton pronostic pour le match de la semaine prochaine, s'il te plaît. Ok, et bah déjà ça fait même si on n'y croyait plus trop, ça fait plaisir de revoir Kofi Kingston en haut de l'affiche, parce que c'était clairement le genre de mec qui a été champion, on va dire dans des circonstances relativement tristes, vu qu'il a pris la place de Mustafa Ali. Et après il a été champion. Kofi Mania, grand moment, règne moyen, on va dire. Et une fois, mais qu'il a perdu son titre, il est retourné dans la mid-card comme si son aura de main eventer avait disparu. Donc je suis content qu'il soit de retour dans le main event.
En plus, contre Drew McIntyre et contre Bobby Lashley, qui sont les deux big guys à Raw en ce moment. Après, en plus, les matchs contre McIntyre sont bons. Bah, en même temps, quand on a deux bons talents, il n'y a pas de, y a pas de secret forcément. Même avec un booking de base, on a un bon match. Et du coup, pour la semaine prochaine, personnellement, j'aimerais bien que Kofi Kingston gagne pour changer d'air dans le main event et en plus pour que Bobby Lashley puisse continuer son règne parce que même si j'adore Kofi Kingston, il a pas le physique, il a pas la carrure mais qu'a Bobby Lashley, enfin pour moi il y a aucune chance. Mais en effet, je rejoins Thomas et je me dis mais qu'un triple menace n'est pas si impossible. Et en plus, si ils sont vraiment aussi feignants mais qu'ils le laissent voir, ils pourraient même faire un triple menace et refaire la même méthode mais qu'à WrestleMania Backlash, faire gagner Lashley sur Kofi et poursuivre Bobby contre McIntyre, au moins jusqu'à Money in the Bank et pourquoi pas jusqu'à SummerSlam s'ils veulent vraiment emmener la rivalité en V1 jusqu'à SummerSlam, bah, ils vont faire attendre et laisser McIntyre et lâcher très fort. Donc j'avoue que j'ai un peu peur de ça, on en reparlera plus tard, mais McIntyre commence à être trop... ça commence à faire trop longtemps mais que McIntyre est dans le main event. Et donc là, oui, j'aimerais bien une victoire de Kofi Kingston pour qu'on ait d'autres affiches que McIntyre contre Bobby Lashley. Une voix pour Kofi Kingston, une voix pour Drew McIntyre. C'est Maximilien qui va trancher. Drew McIntyre ou Kofi Kingston qui va rejoindre Bobby Lashley et Nocel? Alors, si tu me demandes mon pronostic, ce serait Drew McIntyre. Si tu me demandes ce que me dit mon cœur, ce serait Kofi Kingston. Dans cet ennui dans cet ennui constant qui est Monday Night Raw, il y a eu une petite éclaircie. Alors, est-ce que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus exactement, mais quand Kofi Kingston a battu Bobby Lashley, et quand dans le même épisode où il avait battu Randy Orton plus tôt, c'était super parce que revoir Kofi Kingston prendre du momentum comme ça, c'est excellent. Depuis qu'il a perdu son titre contre Brock Lesnar en 2019, à part comme d'habitude, à part des règnes en équipe, on l'a pas trop vu briller. Et moi, ça m'a fait hyper plaisir de voir que Kofi Kingston avait repris une petite place dans le main event. Et donc j'espère que Kofi Kingston gagnera la semaine prochaine contre Drew McIntyre. Parce que comme ça, Drew McIntyre n'a pas de combat pour le titre de la WWE lors de Hell in a Cell. Ce qui fait que même si Bobby Lashley venait à conserver son titre, il n'y aurait pas de perte de crédibilité. Qui ferait qu'on se demanderait encore pourquoi Drew McIntyre est dans un match pour le titre par équipe quand on sera arrivé à Money in the Bank ou SummerSlam. Parce que c'est le risque. C'est le risque parce que je pense pas que si McIntyre reprend la ceinture, ce sera à Hell in a Cell. Il y aurait aucun intérêt. Ça veut dire qu'il perdrait contre Bobby Lashley. Ça veut dire que ce serait pas crédible de le voir dans un match pour le titre. Mais on parle de la WWE, en particulier de Raw, qui ne sait absolument pas booker un show. Donc, il y a la solution Drew McIntyre, facile, voilà, direct, c'est facile. Ou alors, comme le disait Gus, et Thomas d'ailleurs, le match triple menace. Alors pourquoi pas? Mais encore une fois, ce serait dommage parce que je pense que Kofi Kingston mérite une place en 1 contre 1 contre Bobby Lashley parce que il est charismatique, il a une présence, une vraie présence. Alors même s'il n'est pas physiquement aussi impressionnant que Bobby Lashley, de par le personnage, rien que par rapport à ça, il mériterait un match pour le titre, de la WWE. Mais j'ai peur que ce ne soit qu'une illusion, que je me berce d'illusion et que McIntyre finisse par affronter Bobby Lashley encore une fois. Cette fois à Hell in a Cell, le gros twist. Voilà. Eh bien, on en a fini, messieurs, avec Raw. Vous pouvez maintenant respirer. Nous allons laisser la parole à Maximilien, qui a juste le temps de boire une petite gorgée le temps que je le lance, parce qu'il va nous parler de AEW. Maximilien, c'est à toi. Ah, et la tension peut redescendre, mon cardiologue me remerciera. Messieurs, édition spéciale de notre segment consacré à la AEW pour 2 raisons. La première, c'est que Dynamite n'a pas eu lieu mercredi cette semaine. Le show sera diffusé pile entre l'enregistrement et la sortie de l'émission.
C'est voilà, on aime bien sûr. Et la deuxième raison pour laquelle c'est un segment spécial cette semaine, c'est parce que la AEW organise la 3e édition de Double or Nothing, pay-per-view historique pour la fédération, parce qu'il s'agit du tout premier pay-per-view organisé après l'annonce de la création de la AEW en 2019. Donc je vous propose une petite preview de Double or Nothing, et on commence avec le combat que l'on pourrait qualifier de signature du show. C'est la bataille royale du casino, dans laquelle on pourra retrouver des noms tels que Matt Hardy, Penta, Dustin Rhodes, QT Marshall, Colt Cabana, et celui qui est le favori dans les faits, mais également le favori dans mon cœur, c'est Christian Cage, bien entendu. Pour ceux qui ne suivent pas la AEW, le principe est le suivant, 21 catcheurs s'affrontent, 5 entrent sur le ring pour débuter, puis toutes les 3 minutes, un nouveau groupe de 5 fait son entrée. Le dernier participant, le Joker, entre seul en dernier. Et le vainqueur de cette bataille royale gagne le droit à un match pour le championnat mondial de Kenny Omega, si ce dernier conserve sa ceinture de champion du monde de la AEW dans un match triple menace. Face à lui, 2 adversaires au style bien différent, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a l'anglais Pac, qui sera peut-être considéré comme la plus grande menace au règne de Kenny Omega, avec un style à la fois aérien et agressif. Et de l'autre côté, on a Orange Cassidy qui, malgré sa flemme légendaire, tentera de faire tomber ses 2 adversaires, bien que ce serait une surprise incommensurable. Mais, sait-on jamais. 3 autres matchs de championnat lors de ce pay-per-view très chargé. On aura le tout fraîchement couronné champion TNT Miro, que l'on connaissait bien sûr sous le nom de Rusev à la WWE, qui va tenter de conserver son bien contre Lance Archer. C'est un combat qui s'annonce physique entre 2 montagnes, 2 spectacles de la nature. On aura aussi un match pour la ceinture féminine qui sera défendue lorsque la championne Hikaru Shida affrontera la meilleure dentiste du monde du catch, je pense qu'on peut le dire, Britt Baker. Baker qui part favorite dans ce combat, qui sera très certainement un des highlights du show. La division féminine a mis du temps à décoller à la AEW. Elle a souvent été perçue comme le point faible de la fédération, mais cette rivalité incarne vraiment un renouveau dans la division féminine à la AEW depuis quelques temps. Un autre match de championnat, les champions par équipe, les Young Bucks, les figures peut-être les plus controversées de la fédération, tenteront de défendre leur championnat par équipe contre Jon Moxley et Eddie Kingston. Ces derniers qui tournent autour de The Elite depuis que Moxley a perdu son championnat du monde contre Kenny Omega. Ils auront l'occasion de mettre la main sur Nick et Matt Jackson et par la même occasion de devenir champions par équipe. Et ça va être un affrontement spectaculaire, je vous le garantis. L'une des grandes rivalités de la AEW prendra peut-être fin cette semaine. Je parle bien entendu de la guerre des clans entre The Pinnacle menée par MJF et le Inner Circle de Chris Jericho. Le cadre du combat sera particulier, puisqu'il s'agira du 2e Stadium Stampede match, un combat qui se déroule dans un stade vide. Séparé Riho, Cody Rhodes contre Anthony Ogogo, Hangman Adam Page contre Brian Cage, et enfin Sting, la légende, qui remonte sur les rings pour faire équipe avec Darby Allin contre Ethan Page et Scorpio Sky. Une carte bien chargée donc, et un super show en perspective. Je suis pressé de vous hyper dès la semaine prochaine avec l'officialisation de Christian Cage contre Kenny Omega pour le prochain pay-per-view et pour la ceinture mondiale bien entendu. PA, je te redonne la parole. Eh bien merci mon cher Maximilien pour cette merveilleuse introduction de ce 3e, c'est ça que t'as dit, pay-per-view. C'est le 3e Double or Nothing. Du nom. Ouais, voilà. Exactement. Non, exactement. C'est comme ça qu'on dit quand on est un pro, n'est-ce pas? On passe tout de suite. Pas du tout, n'importe quoi. On passe tout de suite aux news de la semaine. 3 news qu'on va faire assez rapidement parce que il y a quand même à dire. La première était une news qui me fait énormément plaisir et je sais que elle fait plaisir à mes autres, pas pour la même raison. Le 16 juillet, les fans reviennent enfin pour le show, le SmackDown juste avant Hell in a Cell, pas du tout, juste avant Money in the Bank, si je dis pas de bêtises. Et la WWE a mis une petite affiche disant, enfin avec les visages de Edge et Sasha Banks, qui pourraient donc teaser un retour. Edge, les deux qu'on n'a pas vu. Alors Edge on n'a pas vu depuis WrestleMania et Sasha Banks on n'a pas vu depuis le SmackDown juste après WrestleMania où elle a fait une interview où elle n'a pas dit un seul mot, ce qui est quand même assez sympa.
En tout cas, Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de ces retours pour le 16 juillet? Est-ce que tu as hâte de revoir Edge et Sasha Banks dans le show bleu de la WWE? Bah, bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, 16 juillet, retour des fans sur le long terme. Donc, ça, il n'y a pas une meilleure nouvelle possible dans le monde du catch actuellement. En plus, grand chose spéciale avec le retour de Edge et Sasha Banks. En plus, bah, que demande le peuple? Donc, c'est magnifique. Donc, je pense qu'on aura un excellent show. Avec le retour des fans, Edge, il va se prendre une pop incroyable, je pense. J'espère mais que les fans resteront intelligents et feront comme lors de WrestleMania et iront Roman Reigns parce qu'il fait un taf de heel incroyable. C'est pas pour qu'on l'acclame euh, presque un an après. Euh, donc oui, bah, très très content du retour des fans, des retours prévus sur la carte. Et la WWE programmera une carte spéciale, je pense, avec peut-être quelques légendes. En plus, on sait mais qu'ils aiment bien faire ça pour amener des gens devant la télé et du coup ramener de l'audience. Mais oui, très impatient de voir ce show, enfin le SmackDown pré-Money in the Bank. Je suis bien impatient également parce que je vais revoir la meilleure catcheuse féminine all time, Sasha Banks bien sûr. Je le place, bien sûr, parce que de toute façon les autres peuvent pas me répondre. Maximilien, qu'est-ce que tu penses de ces retours, toi? Tu me fatigues, PA, tu me fatigues avec Sasha Ouais, Banks. ça va. J'allais dire du bien, j'allais dire du bien, je te jure, mais non, c'est pas vrai, je rigole. Je suis super content déjà que, alors déjà que le public revienne, parce que ça manque, vraiment, ça manque quand on regarde un show de catch, le fait que les superstars parlent dans le vide avec des micros alors qu'elles sont à 2 centimètres l'une de l'autre, ça n'a aucun sens. Revoir des fans, ça va faire un bien immense, rien que pour l'ambiance déjà, c'est génial. Et le retour de Sasha Banks, c'est une super nouvelle parce que peu importe l'état de la division féminine à SmackDown, ben, c'est toujours une plus-value en plus parce que c'est une valeur sûre. Elle a un vrai star power avec elle. Tu vas pas me contredire. Absolument aussi, pas, je me régale. Et le retour d'Edge, c'est aussi une super nouvelle parce que, encore une fois, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui a un star power, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui pour moi ne peut apporter que du bien à un show, qui peut encore très bien se débrouiller dans un ring. Et je suis impatient de voir la suite du programme dans ce retour d'Edge à la WWE. J'espère qu'on le verra dans un programme frais parce que Roman Reigns, bon, c'est fait. Alors peut-être qu'il prévoit un combat en 1 contre 1 à SummerSlam, peut-être. Je serais pas contre. Mais j'ai surtout envie que Edge affronte le plus d'adversaires possible avant de prendre sa retraite définitivement. Donc voilà. Pour ce qui est de Sasha Banks, la mettre dans un programme avec Bianca Belair parce qu'il n'y a pas encore eu de rematch. Alors même si c'est pas une obligation. D'ailleurs c'est mieux quand il n'y a pas de rematch obligatoire. Mais en l'occurrence pour le titre féminin, j'aimerais bien voir un rematch entre Banks et Belair. Enfin, si Bianca est toujours championne d'ici là, ce que je pense. Donc voilà, c'est une super nouvelle. Tout ce qui se passe le 16 juillet, c'est une super nouvelle, que ce soit les fans ou le retour supposé de Sasha Banks et Edge. Tu sais quoi, mon cher Maximilien, je vais te surprendre. Et je vais surprendre aussi Auguste et Thomas. Est-ce que j'ai envie que Sasha Banks est un rematch pour ce titre? Peut-être pas. Je préférerais qu'elle gagne le Money in the Bank. Parce que déjà, elle s'appelle Ce Sasha serait Banks. super. Temps mort, c'est l'heure de faire des t-shirts. Tout. Un coup marketing, je comprends pas comment ils l'ont pas fait déjà. Bref. Ça, c'est autre chose. Mais non, ouais, Sasha Banks, Money in the Bank, ça me plaît énormément. Ça marche, évidemment. Thomas, quelque chose à rajouter sur ces retours? Tu as un avenir dans le marketing déjà, PA. C'est Merci. incroyable cette idée est franchement très bonne. J'aime beaucoup. Ensuite, par rapport au retour en eux-mêmes, évidemment, Sasha Banks, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai envie de voir ce rematch, par contre, avec Bianca Belair, parce que j'avais adoré leur match à WrestleMania. J'ai très envie de voir ce qu'elles peuvent faire une nouvelle fois. Après, concernant Edge, alors, je suis content de le revoir, mais j'ai tout de même un peu peur, de voir
comment ça va se passer, car j'ai une appréhension sur le fait que c'est Edge. Donc quand Edge revient pas pour rien. Il revient pas pour faire l'ouverture des shows face à Jimmy Wang Yang. Voilà, pour les anciens ou contre je ne sais pas qui. Là, s'il revient, c'est parce qu'il y a une possibilité pour un titre. Et le titre, c'est le titre universel. Et j'ai un peu peur qu'il pirate la place de Cesaro au début en tout cas. Donc, je sais pas. Faudra voir où va la rivalité entre Cesaro et Roman Reigns. J'ai pas envie que Edge revienne, mette Cesaro sur la touche et prenne sa place. Voilà, c'est un peu mon appréhension par rapport à ce retour-là. Mais après, je suis quand même très content de savoir qu'ils vont revenir, surtout Sasha Banks, que voilà, tu l'as dit Maximilien, toujours une plus-value. Et puis bon, voilà, Bayley, Belair et Banks, ça peut faire que du bon taf toutes les trois, voir qui peut arriver encore. Donc voilà, très content quand même. Et j'aimerais ajouter qu'on fera un débat prochainement sur qui c'est que l'on voit gagner les deux Money in the Bank, puisqu'il y a deux Money in the Bank bien sûr. Ça peut faire une bonne idée de débat à l'approche de Money in the Bank, donc on a un peu de temps. En tout cas, on va passer à la deuxième news de ces trois news. Cette fois, on sort du ring et on a des news concernant les teams de commentateurs. Alors attention, son prénom c'est terrible. Adnan Virk, qui était le commentateur de Raw depuis WrestleMania, eh bien c'est fait release par la WWE. Il va être remplacé par Jimmy Smith, que l'on a vu à des ouvertures des kick-off de Takeover, NXT Takeover, et aussi Tom Phillips qui s'est fait release par la WWE, donc qui continue. Cette fois-ci, c'est pas des talents in-ring, mais c'est des talents, je dirais, backstage. Maximilien, t'as un petit commentaire à faire sur ce changement à Raw et sur Tom Phillips? Ouais, un petit commentaire. Alors, je vais. Comment dire, ça s'est pas super bien passé pour Alan Virk, en tant que commentateur meneur du show, commentateur principal, mais en même temps, ça ne se passe jamais bien pour les commentateurs à la WWE, parce que dans les oreilles, ils ont Vince McMahon en retour qui leur fait des commentaires sans arrêt, ou alors quand c'est pas Vince McMahon, c'est un autre responsable du show, un autre producteur. Et ça, je pense que commentateur à la WWE, ça doit faire partie des métiers les plus difficiles à la WWE, parce que tu n'es libre de rien. Tu peux pas dire ce que tu veux. Tu as toujours des consignes qui tentent dans les oreilles sans arrêt, des commentaires sur ce que tu viens de dire. Ça doit être un travail infernal. Je suis déçu pour Adnan Virk. Je suis déçu que ça se soit mal passé pour lui et qu'aujourd'hui il ne soit plus à la fédération, parce qu'il était là que 43 jours, je pense. Il y a 43 jours entre son arrivée et son renvoi. Il va être remplacé par un ancien commentateur de MMA, donc qui a une petite expertise par rapport à tout ce qui est sport de combat. Mais je pense que ça va être très difficile pour lui aussi. Et je suis très 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 surpris du départ de Tom Phillips, qui faisait partie des meubles pour moi. C'est-à-dire qu'il n'était pas là depuis des décennies, mais c'était une personnalité qui était ma foi sympathique, et qui était pour moi vraiment une personne, voilà, ça faisait partie peut-être des personnes favorites à la WWE, parce qu'on l'a vu faire un petit peu tout, un petit peu partout. Et donc qui était plutôt doué une personne qui était plutôt douée dans ce qu'elle faisait. Donc je suis surpris, déçu de le voir partir. Donc voilà, je pense que le métier de commentateur à la WWE, c'est vrai, ça fait partie de ces choses qui doivent être impossibles à faire bien. Il faut avoir une expérience incroyable, même pour Michael Cole. Michael Cole était souvent moqué, parce que justement sur la fin, il avait beaucoup de mal, à être aussi brillant qu'il a été quand il avait commencé, même dans sa longue carrière. Mais en même temps, ça devenait impossible, parce que à chaque fois qu'il disait un truc, il y avait Vince McMahon qui lui disait de corriger. Ça n'avait plus l'air authentique. Les paroles n'avaient plus l'air authentique, c'était juste de la pub. Donc c'est dommage, et c'est un métier hyper compliqué. Et au revoir Tom Phillips, qui pour moi faisait quand même un bon boulot. Voilà. C'est vrai que commentateur à WWE, on rêve un peu tous de commenter les matchs, mais ça doit pas être facile avec un vieux gars qui te gueule dessus, c'est terrible, c'est terrifiant. Thomas, toi t'as un petit commentaire à faire sur tout ça? Oui, je vais être rapide et succinct. Tom Phillips, j'ai été étonné d'apprendre son renvoi, parce que il faisait partie un peu des meubles quand on le voyait. Ça faisait toujours plaisir de le voir faire annoncer les matchs. Voilà le but d'un annonceur, même pas commentateur, d'un annonceur.
voilà, il annonce les matchs. Chacun a sa façon de le faire. Donc chaque annonceur pardon a sa façon de le faire. On n'aime pas, voilà. Mais bon, ça dure que quelques secondes et on est toujours content quand même. Voilà, moi j'étais content de voir Tom Phillips. Après, je vais être franc, Adam Wisnik, c'est ça son nom. Je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qu'il était là en tant que commentateur d'Euro. Voilà, à quel point je m'intéresse à Monday Night Raw. Et son remplaçant, je ne le connais pas non plus, donc je vais pas parler dessus. Je vais pas parler sur les deux, je les connais pas. Voilà, donc voilà. Plus de dommage pour Tom Phillips qui faisait quand même du bon taf. Et ça faisait toujours plaisir de le voir. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer pour lui. J'espère qu'il va trouver un boulot. Parce qu'il est quand même bon, il est compétent, quoi. Quand c'est une personne qui fait n'importe quoi, voilà, comme dans tous les métiers, on n'a pas trop envie de travailler avec. Mais là, lui, c'est quand même un bon professionnel. On l'a vu pendant des années, donc voilà. C'est dommage. Bon. Auguste, quelque chose à rajouter? Oui, bah là, on va être une nouvelle fois d'accord. Enfin, c'est vraiment dommage pour Tom Phillips qui était là depuis longtemps et qui faisait vraiment un taf énorme. Pour pour son ancien collègue à Raw, ça allait un peu moins parce qu'il est resté un peu longtemps. En plus, il s'intéressait pas au catch. Enfin, c'est quelqu'un qui n'y connaissait rien et qui l'a même avoué en interview, mais qui a quand même pris ce job de manière professionnelle. Enfin, il est journaliste et peu importe le sujet qu'il doit traiter, il le fait avec professionnalisme, même si personnellement ça ne l'intéresse pas. Après, Jimmy Smith, on va bien voir de quoi il est capable. Ça sera dur pour lui de commencer direct dans le grand bain. Mais c'est aussi un beau challenge. Après, moi, j'avoue que comme je regarde les shows en français sur AB1 avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau, je ne me sens pas très concerné. Mais je compatis pour ceux qui regardent en VO. C'est vrai qu'en France, on a un beau jeu de commentateurs quand même. C'est quand même Ouais. sympa. On enchaîne avec la troisième news. On repart sur le ring. Et cette fois-ci, c'est une rumeur. Les équipes créatives de Raw, qui sont très talentueuses, je pense qu'on l'a assez dit dans cette émission, voudraient que Finn Balor rejoigne le show rouge. Mais les équipes créatives de NXT ne veulent pas laisser partir le prince, à condition qu'il y ait un gros plan pour lui dans le show, dans le main roster. Alors on va commencer avec Thomas. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu veux que Finn Balor revienne dans le show rouge ou tu veux qu'il reste à NXT ou peut-être qu'il aille à SmackDown, je ne sais pas. Alors déjà, tu m'étonnes que les mecs de Raw veulent avoir Finn Balor. Et tu m'étonnes que les mecs de NXT ne veulent pas le voir partir. C'est c'est normal que l'équipe créative de NXT ne veulent pas laisser partir Finn Balor. Jusqu'à quoi, mercredi, il était en main event. Certes, il a perdu face à Karrion Cross, mais il était en main event quand même. C'est la star. Et la star de NXT, tu vas pas l'enlever parce que même si là il a pas gagné, ils peuvent avoir un match. Il a le charisme, il a le talent in ring, il a le micro, il a tout. Il fonctionne avec ou sans titre, ça fonctionne, Finn Balor. Donc tu m'étonnes qu'ils veulent pas le laisser partir. Et après à Monday Night Raw, je comprends puisque si tu le fais monter, tu le fais pas monter pour un titre des États-Unis, faut pas abuser. Tu essayes de le mettre en avant pour qu'il soit crédible en tant que challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Sauf que pour pallier, j'allais dire, cet embouteillage. Non, cette absence d'embouteillage, vu qu'ils sont que trois. Donc trois autour de Bobby Lashley, même deux et demi, vu que Kofi Kingston vient juste d'arriver. Donc on peut pas trop le compter dans cette rivalité-là. Il y a Braun Strowman, Drew McIntyre et Bobby Lashley. Donc voilà, ça fait depuis WrestleMania. Je comprends qu'ils veulent le prendre. Mais franchement, pour lui, il faut pas qu'il y aille. Parce que là, ça va faire comment c'est en 2016, il me semble, qu'il monte dans le main roster. Oui. Il gagne le titre, mais il se blesse. Et après, il repart à NXT avant. Et entre-temps, il a fait n'importe quoi. Enfin, ils lui ont fait faire n'importe quoi. Donc, non, faut rester à NXT, Finn. Tu es bien là-bas. Tu es aimé. Tu peux travailler correctement. À Raw, c'est le bordel en ce moment. Faut pas y aller. C'est tout. C'est simple. Faut pas y aller. En 2016, je le trouve un peu méchant parce qu'ils avaient commencé et c'est une blessure qui lui a flingué le bras. Ça Oui, arrive. mais C'est après. il se Après, blesse, quand il est revenu, il se c'est terrible. blesse, malheureusement.
C'est pour ça, il arrive, il gagne le titre, premier champion universel, et malheureusement, il se blesse pendant le match. Donc, il garde le titre une journée, mais normalement, tu te dis, C'est bon, moche. bah, tu lui redonnes dès qu'il revient. Voilà, ça a fonctionné, le match Et non. était super. Et après, tu le fais. Ils lui ont donné son match revanche, genre 9 mois après son retour. Enfin, c'est ridicule. Donc, non, reste à NXT et tu seras bien. D'accord. Auguste, quelque chose à rajouter sur un possible retour de Finn Balor à Raw? Bah, je comprends parfaitement, mais que, enfin, les positions mais des équipes créatives, que ce soit Raw ou NXT. Après, c'est sûr, mais d'un point de vue fan, on aimerait tous mais que Finn Balor reste à NXT parce que c'est là où il est le mieux utilisé, là où il a le plus de liberté créative et in-ring. Après, au niveau storyline, j'ai l'impression que Finn Balor, il a un peu fait le tour de ce qu'il pouvait faire à NXT pour le moment. Il a encore perdu contre Karrion Kross ce mardi. Donc, enfin, je veux bien qu'il reste à NXT, mais pourquoi faire au final? Alors, je sais, mais que Raw, en ce moment, ça fait pas rêver. Mais un moment, je pense que pour faire redevenir, enfin, faire redevenir Raw ce qu'il était, faut bien, mais que tu ajoutes du star power, mais des gros noms qui sont actifs, qui peuvent encore te livrer des bons matchs. Et je pense que Finn Balor peut faire partie de cela. C'est vrai, mais qu'un Finn Balor Bobby Lashley, ça pourrait être bien. C'est parce qu'en fait, avec son nouveau personnage en heel, il y a super nouvelles affiches à faire avec Finn Balor. Genre, par exemple, on en parlera tout de suite après, mais pour occuper McIntyre, un Finn Balor contre Drew McIntyre, ça pourrait être génial. Ou un Finn Balor mais contre n'importe quel bon face. Un Finn Balor contre Riddle, contre Orton, contre AJ Styles. Enfin, il y a plein de nouvelles affiches maintenant, mais que Finn Balor n'est plus un face qui se contente de sourire. Il y a plein de nouvelles affiches à faire. Et je serais assez curieux de voir ce que peut devenir un Finn Balor, enfin ce nouveau Finn Balor à Raw. Maximilien, j'imagine que tu vas être d'accord avec tes deux petits camarades. Ah ben, disons que les avis de mes deux camarades se contredisent un petit peu et je vais plus rejoindre Gus dans le sens où moi je veux absolument que Finn Balor revienne dans le roster principal. Parce que comme Gus l'a dit, je pense qu'à NXT il a fait le tour maintenant. Voilà, il est redescendu entre guillemets vers NXT, c'était pour aller chercher un nouveau titre de champion NXT. Il a eu son règne. Maintenant, il faut qu'il prouve que le personnage qu'il a eu à NXT peut fonctionner dans le roster principal. Et on sait que Raw en a besoin. Raw a besoin d'une aura que Finn Balor a tout simplement. Finn Balor, alors je vais parler un petit peu de mon cas à moi. J'ai eu une période où je me suis un petit peu désintéressé de ce qui se passait à la WWE après que Christian ait annoncé sa retraite. Et c'est Finn Balor qui m'a et je pense que que Raw aurait besoin d'un Finn Balor dans son roster pour jouer le haut du tableau. Alors par contre, s'il remonte, j'aimerais qu'il soit babyface parce que je pense que c'est un rôle qu'il peut assumer avec brio et parce que on pourra en parler après. Je pense qu'il a quelque chose que Drew McIntyre n'a pas, que ce soit avec la foule ou dans l'attitude, qui puisse le faire apprécier. Donc moi je serais absolument pour un retour de Finn Balor si les équipes de création de la WWE ont quelque chose en place pour lui. C'est un grand oui. Après, si jamais ça ne fonctionne pas, il peut retourner à SmackDown et tout, mais je pense qu'à NXT il a fait le tour. Moi, je suis très égoïste et je veux le voir à SmackDown, voilà, parce que c'est le show que je regarde et que c'est le meilleur show de la WWE actuellement, tout simplement. Et que je pense qu'un Finn Balor à SmackDown peut faire le taf. En tout cas, on va maintenant passer au débat. Les news sont terminées. Le débat qu'on a teasé absolument tous les segments, pendant vraiment tous les segments, on en a parlé.
Le débat, la question est très simple, messieurs. Est-ce que Drew McIntyre est trop présent dans le main event de Raw autour du titre de la WWE depuis maintenant le Royal Rumble de l'année dernière, où il a Oui, ou la de l'année d'avant même, en 2020. où il a gagné ce match. Est-ce que Drew McIntyre est trop présent? Est-ce que vous en avez marre de Drew McIntyre autour du titre mondial de Raw? Auguste, tu peux ouvrir le bal. Alors, ma réponse est oui. Oui, mais c'est pas de sa faute. Je m'explique. En effet, là, ça va faire 1 an et demi que Drew McIntyre est dans le main event, c'est le top babyface de la compagnie, à juste titre, hein, parce que c'est un excellent catcheur. Enfin, il a su se remettre en question après son renvoi pour revenir plus fort. Son personnage est simple mais très efficace, très cool. En plus, c'est un des rares, voire peut-être le seul face intelligent. Enfin, pendant longtemps, enfin, il se fait pas avoir par les ruses basiques des heals. Enfin, il se fait pas avoir par les interactions, par les attaques dans le dos pendant très longtemps. Il a eu un long règne, même s'il a été amputé quelques mois, enfin quelques semaines, pardon, par Randy Orton. Il a eu un règne vraiment très cool. Maintenant, vu que ça fait 1 an et demi, on commence à se lasser. En plus, le fait qu'il n'y ait pas de fans pour donner une énergie supplémentaire, ça ne l'aide pas. Et donc les affiches se répètent, on l'a vu avec Orton, là on le voit avec Lashley. Mais donc du coup c'est pas vraiment mettre de sa faute, mais plus du booking qui l'entoure. C'est-à-dire que Drew McIntyre pourrait rester dans le main event et doit rester dans le main event ou dans l'upper mid-card, mais doit en fait quitter la course au titre. Et il pourrait très bien... Enfin, si par exemple il repart en rivalité avec Sheamus, même si c'est pour le titre US, il pourrait il pourrait viser un upper mid-card très très solide. Ou s'il part en rivalité mais contre un autre gros nom, je sais pas moi, si quand AJ Styles était solo, il aurait pu. Ou si par exemple Keith Lee revient, il peut refaire une grande rivalité mais dans le main event, mais qui ne soit pas pour le titre WWE ou contre Braun Strowman. Je vais articuler. Donc pour moi oui, il est trop présent, mais en fait le gros problème c'est qu'il est vraiment collé au titre depuis 1 an et demi et c'est beaucoup trop long. Surtout mais que les créatifs à Raw sont pas très imaginatifs pour le show et pour les rivalités autour de ce titre. Donc ça fait un sentiment de lassitude et du coup c'est bête parce que du coup WWE gâche un de ses meilleurs éléments par son manque de créativité, d'imagination et en fait le problème c'est que quand il y a le bon filon il le lâche pas et du coup ça le dessert. Alors que Drew McIntyre pour avoir d'excellentes rivalités dans le mid card ou dans le main event qui n'est pas pour le titre, c'est Bobby Lashley l'actuel champion, mais que ce soit Bobby Lashley ou un autre, hein, le champion de la WWE peut avoir de très bons matchs avec d'autres superstars mais qui méritent aussi leur chance. Strowman par exemple, enfin avant qu'il parte à WrestleMania Backlash, Strowman aurait pu avoir un match en 1 contre 1. Là, on a Kofi Kingston. Et puis, d'autant, même s'ils sont en équipe en ce moment, AJ Styles, Randy Orton, si tu le construis bien, Riddle, Keith Lee, si il revient fort, même si sa blessure a l'air de traîner. Si Finn Balor revient, ça serait magnifique. Donc il y a encore plein de noms à mettre pour la course au titre à la place de Drew McIntyre. Je me permets Bien sûr. d'intervenir parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Gus. Bah vas-y. Tu dis qu'il est... Ouais,
qu'il est trop présent, je suis pas du tout d'accord parce que déjà, pour tenir la dragée haute, t'as Bobby Lashley. Physiquement, c'est le seul qui peut le faire. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Kofi Kingston, physiquement, il lui manque quelque chose. C'est toi qui l'as dit, hein, Oui, je oui, oui, n'invente pas. oui. Bah, je pense encore. Déjà, oui, Euh, j'écoute. Ah non, je dis j'ai juste, mais que je l'affirme encore, mais on pourrait avoir un Kofi Kingston contre Bobby Lashley, ça me dérangerait pas. Par contre, il faut que Bobby Lashley Ouais, gagne sec, c'est tout. ouais. Après, par rapport à Drew McIntyre, tout le monde dit qu'on le voit trop, tout ça. Depuis sa victoire au Rumble, donc en 2020, Mhm. euh, par rapport à ses matchs pour le titre, hein, qu'il le gagne ou qu'il le perde, il en est à 16. 16 matchs en un an et demi par rapport au titre de la Bah, en... WWE. oui, Roman Reigns, donc on reste dans le main event, hein, on reste dans le main event. À SmackDown, Roman Reigns, depuis 7 mois, il est déjà à 12 défenses, 12 matchs pour le titre. C'est juste énorme. On ne voit que lui. Alors, je comprends l'idée que oui, bah, SmackDown est bien mieux booké, hein. On l'a répété pendant, ça fait 1 heure qu'on le dit là, que Raw est booké euh, comme une maternelle, c'est n'importe quoi. Mais voilà, il est dans une moyenne assez basse pour une personne dans le main event, hein, pour les matchs pour le titre, hein. Il est dans une moyenne assez basse, donc le fait qu'on le voit plus, juste que quand il était champion, il combattait tout le temps. Et en comparaison, Reigns, il combat une ou deux fois par mois, hein, pas plus. Il combat 2 fois par mois à chaque fois. Et pour autant, c'est pour le titre. Et après, vous dites que on voit toujours les mêmes matchs, tout ça. Ok, alors les 8 derniers matchs de Roman Reigns, il y a 4 fois, les 4 matchs de suite, c'était avec Daniel Bryan dedans, dont le match triple menace avec Edge en plus, mais sinon que Daniel Bryan. Et les matchs d'avant, c'était 4 fois Kevin Owens. Je veux bien qu'on dise qu'on voit beaucoup Drew McIntyre tout le temps et qu'on voit toujours les mêmes matchs. À SmackDown, c'est pareil. C'est juste que, certes, ils sont mieux bookés, mais sinon, c'est exactement la même chose. Drew McIntyre n'est pas, on le voit pas trop. C'est juste que c'est le seul qui peut tenir la baraque face à Bobby Lashley et c'est le seul qui peut rendre le titre WWE relevant en anglais, donc bien Alors, niveau. Thomas, je vais faire ma première intervention du débat. Les statistiques, c'est super, mais je pense que ça marche pas, ça peut pas marcher tout le temps. Pour moi, là, ce qui importe, c'est l'impression qu'a le spectateur par rapport à ce qu'il regarde. Et c'est important dans le sens où si on a l'impression que Drew McIntyre apparaît trop souvent dans le main event, c'est qu'il y a une raison. Si on a l'impression que les rivalités qui impliquent Roman Reigns et le titre universel ne lassent pas, c'est qu'il y a une raison aussi. Pour moi, c'est ça la grande nuance. Et pour moi, ça vient du fait. Alors, je vais peut-être être très sévère avec McIntyre, mais je le trouve inintéressant. Je ne sais pas. Alors, il est bon sur le ring, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Il est physiquement impressionnant, mais je ne sais. Enfin, je ne vois pas de personnalité en Drew McIntyre. Je ne vois pas de charisme en Drew McIntyre. Oh, Euh, mais t'es Et vachement charisme, déjà. je te trouve dur quand même, hein. Là, mais t'es Charisme, très Waouh, dur. là, le ça tire à charisme, balles je réelles trouve par ici, dur. quand même. Ouais, enfin, Tu il, viens il très dur. dégage un truc. Il dégage une sensation de puissance. Tu peux pas l'enlever. Ça, t'as envie de le regarder catcher. Tu vois, t'as envie de le voir. Même au micro, c'est pas Chris Jericho, faut pas déconner, mais quand même, il se débrouille. ben, Après, certes, vous dites que vous voyez dans le main event tout le temps. Beaucoup de ces matchs n'ont pas été en main event, hein. Tous les matchs déjà avec T-Bar et Mace et tout, c'était pas en main alors, event. alors quand Déjà, on, quand, c'est quand on faux. parle, quand on parle de main event, c'est Ça, un, c'est jouer un sur les Oui, mots mais et je c'est pas beau, comprends, hein. c'est juste, C'est pas beau de pour jouer sur les mots rigoler. comme ça, hein. L'arbitre dit avertissement, hein. Oh, tout de Ouais, suite. voilà, j'espère bien. Merci PA, arbitre tellement juste. Mais Attention, l'avertissement, on n'est pas loin de l'autre côté non plus, hein. Le cirage de pompe. non, moi je suis complètement, non mais je suis réellement complètement d'accord avec ce que dit PA. C'est-à-dire qu'il faut pas jouer sur les mots. Quand on parle de main event, on sait très bien de quoi on Oui, parle. On parle de évidemment, ce qui tourne autour du titre de la WWE. évidemment, Mais pour évidemment. moi, il lui manque quelque chose et j'étais pas très emballé de le voir. En fait, je vais vous expliquer. Quand il a eu son match pour le titre de championnat, pour le titre de la WWE, j'étais content parce que ben, c'était sympa de voir Drew McIntyre dans le main event et je me suis dit, bon, il va avoir son match, il va peut-être le perdre, c'est pas grave. Bon, il l'a gagné. Je me suis dit, ah, c'est cool, ils ont donné le titre à quelqu'un qui avait jamais eu cette chance avant. C'est bien, ça met un petit peu, voilà, ça donne de l'air à une division qui en avait besoin parce que voilà, Brock Lesnar, Goldberg, tout ça, machin, machin. On en avait un petit peu marre.
Attention à ta tension. Qu'est-ce qu'il y a, PA? Attention, tu parles de Goldberg, Brock Lesnar, attention. Attention au sel, ça monte. Ouais, bah oui, bien sûr. Attends, mais voilà. Voilà. Ça va pas, la tension va pas baisser. Mon hypertension va en prendre un coup. Mais le voir au sommet de la montagne WWE, alors que il avait justement avant pas été très présent dans les main events, je me suis vite lassé, quoi, parce que je trouve, alors c'est les goûts et les couleurs, tout ça, voilà. Moi, je le trouve pas très intéressant, Drew McIntyre. Il est bon dans le ring, il est bon, mais je le trouve pas plus talentueux que ça au micro, même s'il s'est amélioré, hein, mais je le trouve pas plus intéressant que ça. Et je le trouve pas charismatique. Alors, j'ai adoré Drew McIntyre quand il a commencé à la WWE. Son premier run en tant que Chosen One, je trouvais que c'était brillant. J'ai Il adoré. était insupportable, c'était trop bien. Voilà, exactement. Et que c'était trop bien. Mais alors, en babyface, Drew McIntyre, je sais pas, j'ai du mal. Non, Alors certes, attention. Babyface, ça fonctionne pas, mais si tu lui redonnes le titre, je suis sûr que qu'il peut repartir sur un nouvel élan et pourquoi pas en heel avec un changement, avec un turn, avec un double turn avec Bobby Lashley. Ah Je bah, vais me faire- j'attends de voir De si je heel, peux me moi ça me dérangerait permettre. pas de heel. Hein. Si je peux me permettre, je vais me faire l'avocat du diable et défendre McIntyre du coup. Même Ah, si je suis enfin, d'accord, attention, tu vas voir, tu vas voir. Premier argument, Maximilien a dit qu'il manquait quelque chose à Drew McIntyre. Oui, il a raison, il lui manque un bon booking. Parce que putain, le mec est pas aidé quoi. Et le mec est à Raw. Merde. Il est à Raw, il est dans un show qui est de 3 heures trop long. Voilà, ça c'est clair et net. Il essaye de surnager dans ce marasme rouge que Léane se tape tous les lundis pour faire les top flops sur le site. Dédicace à Léane encore une fois bien sûr. Mais putain, il n'est pas aidé. Et deuxième chose, vu qu'on le compare avec Roman Reigns, parce que c'est les deux gars du main event, qui sont autour du titre en tout cas, il est... Roman Reigns déjà a le côté SmackDown pour lui qui aide déjà. Mais Roman Reigns est heel. Drew McIntyre est un face. Et les face à la WWE en général, c'est ennuyant. en plus, Voilà. je vais juste rajouter un truc. Vous parlez du micro de Drew McIntyre, mais Roman Reigns, il parle pas beaucoup. Hein. Certes, il a son truc de trash talk et qui est super cool, on est d'accord. Mais il a l'avantage d'avoir Iman et d'avoir des mecs et d'avoir les Usos autour de lui. C'était Jay. Voilà, Jimmy vient de revenir. On sait pas comment ça va trop se passer entre eux, mais il y a Jay autour de lui déjà. Il a une aura encore plus importante, donc un charisme encore plus important à ajouter au sien qui, depuis son retour, est juste le truc le plus fou dans le monde du catch actuellement. Donc voilà, en plus, voilà, McIntyre, il est pas aidé. Il est dans le néant là en ce moment. Donc oui, évidemment on trouve qu'il est pas bon et qu'on le voit beaucoup. Parce qu'il y a que lui qui peut sauver qui peut sauver les 3 heures de Monday Night Raw. Et attends, Ou- troisième ou- argument. Troisième argument pour défendre McIntyre, après je laisse la parole à Maximilien, rapidement. On est en train de le comparer à, comme tu l'as dit Thomas, le gars le plus chaud sur la planète catch depuis quasiment un an bientôt. Roman Reigns, c'est une, je sais pas, c'est une étoile. Comme dirait Polyman, Ouais, c'est le soleil autour qu'on gravite. C'est incroyable, il est au-dessus. On ne peut pas comparer quelqu'un avec Roman Reigns, il va perdre. C'est sûr. C'est sûr. Donc, il est aussi pas aidé par le fait que de l'autre côté, il y a un show qui est bien booké avec un mec qui fait le meilleur run de toute sa vie dans un rôle où on l'aurait jamais vu. Enfin, on l'aurait jamais imaginé. Donc, il faut peut-être changer quelque chose avec McIntyre aussi. Maximilien. Et il est seul, McIntyre. Il est quoi en plus. McIntyre, il est tout seul. Reigns, il a 2 personnes, voire 3 autour de lui. Ouais, Donc, mais Mais ça, je Reigns, pense que- mais le truc c'est que Reigns pour ça moi, peut aider, ça aide, en je suis fait, désolé. si on mettait Heyman et Uso de côté, je trouverais que Reigns aurait quelque chose d'intéressant à proposer. Et moi, il y a quelque chose qui passe pas avec McIntyre. Alors, est-ce que c'est quelque chose de trop personnel? Peut-être. Le fait qu'il supporte les Rangers, c'est peut-être en effet un argument qui ne va pas en sa qui ne va pas en sa faveur. Peut-être. Non mais voilà, je déconne avec ça, mais c'est pas ça. Je trouve vraiment que il est. Alors, quand on voit le personnage, c'était pas ce qu'on se dit, mais moi, quand je regarde Raw, je le trouve lisse. C'est-à-dire que je trouve qu'il propose pas de relief. Voilà. Ouais, moi, je trouve très dur avec le charisme de Drew McIntyre parce que, franchement, en ce moment, s'il a bien une chose, mais qu'il a encore, c'est ça. Mais pour moi, c'est juste, mais qu'il est.
comment dire, il est vraiment pas aidé par le booking. Enfin, c'est vraiment, du coup, c'est pas son gros point faible, c'est le point faible de son personnage et qui n'est pas euh, personnel. Enfin, ça ne dépend pas de lui. Et en fait, je pense vraiment, mais que avec un bon booking, McIntyre redeviendrait très intéressant à voir pour tout le monde. Et, et donc là, on va pas se mentir, il a de grandes chances de gagner à Raw la semaine prochaine. Et du coup, on va de nouveau avoir un McIntyre contre Bobby Lashley à Hell in a Cell. Et qui sera sûrement en cage. Et donc, du coup, ça va refaire un match mais qu'on a déjà vu, et ça va encore alourdir cette sensation de déjà vu. Et en plus, vu mais que c'est des mecs stock bourrins, ils n'ont pas une variété de prises exceptionnelles. Alors que quand Reigns a beaucoup combattu Bryan et Owens sont des catcheurs qui connaissent des dizaines et des dizaines de prises, qui peuvent aller aussi bien en l'air que sur terre. Du coup, les matchs ne se ressemblaient pas. Certes, les deux rivalités ont été un chouïa trop longues, mais grâce déjà à un très bon booking, à deux très bons personnages et de très bons micros, cette sensation, pardon, elle était diminuée et on ressentait pas. Alors que là, avec McIntyre, c'est un peu l'inverse. Et c'est ça qui est très dommageable pour lui. Donc la personne qu'il faut virer à la WWE, ce n'est pas Tom Phillips, mais c'est le booking. Voilà, ce sera mon dernier mot. C'est tous les scénaristes qui sont là. Moi, je vais finir mon intervention sur McIntyre avec ça. Je suis prêt à être plus, on va dire, tolérant avec McIntyre si on lui retire le micro. Parce que pour moi, je pense que c'est ce qui me fait bugger, moi. C'est que je le trouve inintéressant au micro. S'il ne faisait que taper, peut-être que je serais plus ouvert. Mais là, on se retrouve dans le même problème qu'avec Cesaro, c'est que les faces, ça doit parler, quoi. Ça peut pas avoir quelqu'un qui parle pour lui. Ça marche pas comme ça. Malheureusement pour les faces de la WWE. Et c'est pour ça, et c'est aussi effectivement le problème de la WWE, c'est que il y a des règles qui sont en place et qui ne changent pas beaucoup. Moi, j'aimerais finir avec une petite proposition. Je sais pas si on va pouvoir débattre dessus parce qu'on commence à déborder sacrément beaucoup là. Mais je vais quand même la dire. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que lundi prochain, Kofi Kingston batte Drew McIntyre, que Drew McIntyre s'en aille un petit peu et qu'il revienne avec les fans avec un nouveau personnage méchant, ou juste là, il y va, il fait, tu sais quoi, je vais juste vous rouler dessus en fait. Ah bah moi, je suis carrément pour PA. Genre veste en cuir, tout ça. Genre, comme il a fait dans les indies à peu près. En mode ouais, non, vraiment en mode méchant. Moi, je vais te rouler dessus et tu vas rien faire, c'est tout. Ah bah, Moi, je serais carrément pour. Un beau face, alors en face, un vrai beau face, genre un Kofi Kingston, quoi. Voilà, bah peut-être. Eh ben, pourquoi pas un peu de storytelling de longue durée à la WWE. Ce serait pas si mal. Est-ce que les scénaristes de Raw peuvent faire ça? Je suis pas sûr. En tout cas, comme je l'ai dit, on a pas mal débordé sur ce débat. Eh ben merci les gars pour ce débat très intéressant comme d'habitude. C'est maintenant la fin de cette très longue émission pour le coup. Merci à tous de l'avoir écouté. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la faire. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao.